Avec l'invité d'Eva Soto, 8h35, Gilles Darmon, fondateur de l'ONG israélienne La Tête. Eva. Gilles Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors, on a appris en début de semaine qu'Israël était passé même devant la Suisse en tant que pays où la vie est la plus chère parmi ceux de l'OCDE. Le salaire minimum en Israël, c'est 5 400 shekels. En euros, ça fait 1 300 €, donc encore moins qu'un SMIC français. Comment est-ce qu'on vit avec ce salaire minimum en Israël, Gilles Darmon ? Écoutez, deux choses, deux résultats directs de cet état et du coût de la vie en Israël. La première, c'est que la pauvreté en Israël est devenue un phénomène endémique et structurel, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on a plus de 21% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent pas effectivement sur la base du salaire mensuel à finir les fins de mois et à faire face au coût de la vie. Et la deuxième chose, c'est la disparition systématique de la classe moyenne israélienne et la paupérisation, je dirais, de cette classe moyenne qui est en train de se rapprocher dangereusement d'un seuil de pauvreté, en tout cas d'une dégradation en termes de statut social suite à cette situation de cherté de la vie. Alors, les choses sont plus nuancées qu'elles n'y paraissent. Le rapport de l'OCDE date de l'année 2022. Effectivement, montre qu'Israël était 38% plus cher que la moyenne de l'OCDE. Je dirais que cette année, d'après les dernières estimations de l'OCDE, la situation s'est un petit peu améliorée. On est revenu à la 4e position en termes de coût de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la fin du Covid, la situation est devenue intenable. Le coût de la vie a explosé, notamment lié à plusieurs facteurs. Le premier étant l'augmentation des taux de la banque israélienne, de la banque centrale israélienne, qui fait que le coût d'un emprunt immobilier a explosé. Il a augmenté de plus de 38%. Quand on sait que pratiquement 60% des Israéliens sont propriétaires de leur logement et ont sur le dos, je dirais, un prêt immobilier à rembourser, eh bien, si on prend un prêt immobilier d'une taille moyenne d'1 million de shekels, c'est une augmentation du remboursement mensuel de plus de 1 300 shekels, ce qui fait que si vous êtes une famille de la classe moyenne ou une famille des classes paupérisées, eh bien c'est quasiment impossible aujourd'hui de boucler votre budget annuel et mensuel, et vous pouvez quasiment tomber dans la pauvreté. Et c'est ce que les chiffres nous montrent, les derniers chiffres que nous avons produits au sein de l'organisation La Tête. Un petit rappel sur l'organisation La Tête, nous, depuis 25 ans, nous sommes l'organisation israélienne la plus importante sur les sujets de pauvreté. On assiste pratiquement 95 000 familles de façon régulière, 1450 rescapés de la Shoah, et nous publions chaque année un rapport alternatif sur la pauvreté qui permet de donner une image extrêmement précise du phénomène de pauvreté en Israël. Quand vous dites plus de 21% des Israéliens, ça fait près d'un quart des Israéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quelles sont les aides aujourd'hui qu'il y a en Israël pour ces familles et puis soi-même? D'ailleurs, si on arrive en Israël et qu'on a des difficultés comme ça, que fait l'État pour essayer de pallier à ça? Écoutez, l'État se réveille petit à petit sur la question sociale. C'est assez nouveau. Je pense que depuis 20 ans, il y a eu une espèce d'aveuglement du leadership politique sur la question de la pauvreté. On voit ci et là des décisions qui ont été prises ces 2 dernières années qui viennent effectivement donner un petit coup de pouce. Mais le problème étant que, encore une fois, on va se reporter aux chiffres de l'OCDE. Israël est parmi les pays de l'OCDE avec le taux d'investissement, en tout cas les dépenses sociales les plus basses de l'OCDE. Que ce soit en pourcentage du budget ou que ce soit en valeur absolue, on est dans, je dirais, la fin du peloton, un des 5 pays avec le niveau d'investissement le plus faible en termes de dépenses sociales. Comment vous l'expliquez ça? C'est tout ce qui est lié à l'éducation, à la santé et aux affaires sociales. Alors comment je l'explique? Je l'explique de deux raisons. D'abord parce que il y a une théorie, en tout cas une doctrine politique au sein du ministère des Finances qui fait que quel que soit le parti en charge du leadership du pays, quel que soit le parti au pouvoir, eh bien les fondamentaux restent les mêmes, c'est-à-dire une théorie économique ultralibérale qui fait que le plus important est de limiter le déficit budgétaire. Alors, c'est une réussite économique, ça amène de la croissance économique. Israël est depuis 25 ans l'un des pays, des 5 pays de l'OCDE avec la plus forte croissance. Ça apporte un résultat sur l'équilibre budgétaire. On a eu en 2022 un excédent budgétaire, c'est-à-dire que l'État d'Israël a collecté plus
d'impôts qu'il n'en a dépensé, et ce qui fait que le ratio aujourd'hui budget-dette est un des plus faibles de l'OCDE avec presque 70%. Alors il y a un coût social. Ce coût social, c'est la pauvreté, parce que le ministère des Finances ferme les bourses de l'État d'Israël et refuse d'investir sur des dépenses qui n'auraient pas un impact direct sur la création d'emplois, sur la génération de richesse. Le problème, c'est que le phénomène du travailleur pauvre prouve qu'aujourd'hui, même si vous avez un chômage autour de 3,8%, ce qui est un exploit au terme de l'OCDE, le phénomène du travailleur pauvre veut que même si vous avez les deux parents d'une famille de 2 enfants qui vont toucher le salaire minimal, donc qui travaillent, eh bien cette famille va être considérée en situation de pauvreté. Le travail ne protège plus de la pauvreté en Israël, et ça fait bien longtemps, ce qui fait qu'on a cette masse énorme d'individus. Pour l'organisation La Tête, on parle de plus de 2 600 000 personnes en situation de pauvreté, ce qui est énorme dans un pays de 9,5 millions d'habitants. Il faut bien comprendre, 21%, c'est près énorme. d'un quart. Si je compare à la France, c'est près d'un quart. La France, on est autour de, si je me trompe pas, entre 11 et 12%. Donc vous imaginez la charge sociale, la dynamique de cohésion sociale qui repose sur les épaules d'Israël aujourd'hui, et qui, à mon avis, est une des raisons principales de la fracture sociale israélienne aujourd'hui. Gilles Darmon, un pragmatisme économique qui permet effectivement à Israël d'afficher des bons chiffres. En général, quand on regarde les choses en surplomb, Israël, c'est vrai que c'est la Startup Nation, c'est vrai que ça a de très bons chiffres au niveau économique. Comment ça se fait que c'est pas au moins redistribué tous ces bénéfices ? Comme je le disais, c'est beaucoup lié à une doctrine économique qui est tenue par les tenants du département du budget au sein du ministère des Finances, qui est une doctrine libérale. La peur aussi que ces dépenses sociales n'aient pas de point de retour, c'est-à-dire que à partir du moment où on va lâcher du lest un petit peu en direction d'une population nécessiteuse, alors il va falloir le faire pour d'autres populations. Mais je crois que c'est des craintes qui ne sont pas justifiées, et je crois qu'il est temps que le leadership politique ou que le leadership bureaucratique d'Israël entende ce qui se passe sur le terrain. Quand vous avez, selon les chiffres de l'organisation La Tête, plus de 37% de la population totale d'Israël qui, au mois d'avril, témoigne du fait qu'ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, 37%. C'est pratiquement 50% d'augmentation par rapport aux chiffres de l'année précédente. 37% de la population qui ne boucle pas ses fins de mois, c'est énorme. Alors, avoir une société à 2 vitesses, ce n'est pas tenable dans le long terme. Avoir une société, la Startup Nation d'un côté, qui vit les 4x4 de Tel Aviv, les tours de Tel Aviv, et de l'autre côté la Soup Kitchen Nation, c'est-à-dire la nation des soupes populaires, qui fait que, encore une fois, 2 600 000 personnes, 95 000 familles soutenues par La Tête, c'est intenable. Il faut que ces deux parties se rejoignent, et il y a une question de répartition des ressources du pays qui doit être posée sur la table, et qui doit être fortement modulée et fortement adressée. La question du coût de la vie aussi est relatif à cette situation qui fait que les monopoles en Israël, que ce soit l'industrie agroalimentaire dans certains cas, que ce soit le monde agricole ou que ce soit les importateurs, il faut casser ces monopoles, il faut faire en sorte que l'État intervienne de façon à être un facteur de régulation pour limiter l'augmentation du coût de la vie. L'inplantation des enseignes Carrefour a été très médiatisée en Israël. Est-ce qu'elle a permis, ne serait-ce que pour ces enseignes-là, de faire baisser un peu les prix ? Pas beaucoup sur l'alimentaire. Je pense que on va voir des changements sur les articles qui sont non alimentaires, les produits d'entretien notamment. Il faut comprendre que le partenariat entre Carrefour et son partenaire local israélien est un partenariat de marketing. C'est pas Carrefour en soi, la société française qui rentre sur le marché israélien, qui crée ses propres supermarchés et qui amène ses propres produits. C'est un partenariat de marketing où on donne une licence d'exploitation d'un nom, d'un savoir-faire, et qui va avec un certain nombre de produits de la marque Carrefour. Si je me trompe pas, c'est plus de 5000 produits. Donc, les impacts sur la cherté de la vie sont assez limités. J'espère que ça va dynamiser un petit peu le secteur, et que le fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs sur le segment de la grande distribution va, au bout du compte, donner un impact. Mais ça prendra du temps. Il y a d'autres monopoles qu'il faut changer, qu'il faut affaiblir avant d'arriver à une baisse significative du coût de la vie, notamment sur les sujets agroalimentaires. Le coût des denrées alimentaires laitières, par exemple, est extrêmement élevé en Israël. Ça doit cesser, puisque c'est d'abord les classes les plus défavorisées qui sont touchées par ça.
Quand vous êtes une famille nécessiteuse, quand vous avez une augmentation de votre panier moyen de 10%, eh bien c'est la différence entre avoir la tête au-dessus de l'eau et s'enfoncer dans une misère quasiment irréversible. Merci beaucoup Gilles Darmon, donc fondateur de La Tête, cette ONG qui vient en aide aux familles les plus modestes et les plus pauvres en Israël. Bonne journée à vous, merci. Léa, si vous me permettez juste Eva. une petite remarque. Moi, mon nom c'est Eva, mais c'est pas grave. Pardon. C'est que c'est pas une situation qui est impossible à changer. Ça dépend aussi de la façon dont la société civile va s'impliquer. C'est un peu le message de La Tête, et c'est aussi la façon dont nos amis, nos familles de France, des États-Unis, etc. peuvent tendre la main à cet effort qui est fait, soit à travers une donation, soit quand ils viennent en Israël. Et ils peuvent même faire du volontariat. J'invite l'ensemble des auditeurs à aller se rendre sur le site internet de La Tête, latête.org.il. Ils trouveront différentes possibilités de pouvoir nous aider et faire partie de cette chaîne de solidarité en Israël, qui est, comme vous le disiez aujourd'hui, une des plus importantes, puisque La Tête aujourd'hui est l'organisation israélienne qui lève le plus de ressources et le plus de dons en Israël pour aider ces 95 000 familles. Merci beaucoup Gilles Darmon d'avoir été avec nous. Merci donc fondateur de La Tête. Bonne journée à vous. Merci. Merci.